Bonsoir. Tout d'abord, un immense merci à vous tous pour votre présence à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des conférences de Jane que le Jane Goodall Institute et Fonalfort co-organisent depuis 6 années déjà sur la relation homme-animal. Il est des hommes et des femmes auprès de qui on se sent intelligent. Tout semble simple quand ils parlent, quand ils expliquent. On sort de sa zone de confort intellectuel. On se surprend à être plus ouvert, à mettre plus et mieux en relation les informations dont on dispose. Pascal Pic est un de ces hommes. Brillant, humble, drôle, je peux vous le dire, il me taquine sans cesse, si accessible. Euh, un grand homme donc, humainement, intellectuellement, qui sait nous inspirer, voir les choses différemment, sous un autre angle, et tout d'un coup, tout prend sa place naturellement. Ceci est la suite d'un long cheminement, jalonné de prix, de reconnaissance, de recherche, et toujours l'envie de partager avec le plus grand nombre, avec ses livres, ils sont nombreux quand même, 32 livres, ses conférences, ses interviews. Et si aujourd'hui, Pascal Pic est un paléo-anthropologue reconnu internationalement, je suis désolée, je fais rentrer les gens en même temps sur le liste, euh, j'ai été extrêmement intriguée d'apprendre qu'il a commencé par des études de physique. Il a mené 2 cursus en parallèle, en physique théorique et en archéologie préhistorique. Donc déjà ce goût pour mettre en perspective des matières qu'on n'aurait pas naturellement toujours associées. Euh, Après un DEA de paléontologie des vertébrés et de paléontologie humaine, une thèse, il part aux États-Unis, à Duke, et il y devient chercheur associé. Depuis, il a introduit l'éthologie dans le champ de l'anthropologie évolutionniste. Il s'est impliqué dans des questions de société en dénonçant les archaïsmes à l'encontre de la diversité en général, à l'encontre des femmes, pour la défense de la laïcité et même les origines naturelles de la politique au moment de previous élections présidentielles. Pascal Pic est expert de l'Association du progrès du management. Il est membre associé au comité Médicis, à l'Académie des entrepreneurs. Je l'ai noté, c'est trop long. Il est récipiendaire du prix Innovation de l'entreprise impertinente, du Cercle des entrepreneurs du futur, du prix de l'innovation sociale. Et pour nous, il est surtout un ambassadeur du Jane Goodall Institute France, ce dont nous le remercions sincèrement. Une évidence pour cet homme dont le respect mutuel entre Jane et lui est si lointain et si connu. Il va nous parler aujourd'hui de ce que la connaissance que nous pouvons avoir sur les grands singes peut nous amener à nous, animaux humains que nous sommes. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous laisse, cher Pascal, la parole avant. Voilà. Si vous êtes toujours là. Alors, Ah, ton micro est éteint, je Le pense. micro qui n'est pas ouvert. d'accord. Alors, Pascal, votre micro, je vais à P de Pascal Pic. Ah, il est Est-ce que parti. ça va là? Tout à fait. Ah, parfait. désolé, il y a un petit. Ouais, le chimpanzé devant son clavier, voilà, on y est. Donc, on est au cœur du sujet. En tout cas, merci de cette présentation, cher Galit. On se connaît depuis peu, on ne s'est pas souvent vu. Euh, J'avais le bonheur de croiser quelques fois, mais pas souvent non plus, Jane Goodall dans différentes circonstances. Et là, je suis ravi d'être sur une contribution un peu plus soutenue, donc avec tous ceux et toutes celles qui adhèrent à tout ce que vous faites, ce magnifique Institut Jane Goodall France. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Galit, des relations homme-animal. Et donc, c'est le cœur de mon sujet, effectivement, mais à travers, évidemment, la paléanthropologie et l'anthropologie. La paléanthropologie étant l'étude de nos origines et de notre évolution. Alors, première petite partie, comment se sont établies les relations entre la connaissance des grands singes et la paléanthropologie qui s'occupe des origines et de l'évolution de la lignée humaine? Ben ça n'a pas été une mince affaire. Ça peut vous sembler évident aujourd'hui, mais ça a été quelque chose qui n'a été qu'établi il y a que 30 ans.
car en définitive, la devise, c'était l'homme descend du singe. Et j'ajoute bêtement une autre devise, cachez ce singe que je ne saurais voir. Donc, ça a été effectivement, dans le cadre de la culture européenne, surtout française d'ailleurs, qui est très marquée sur la dichotomie homme-animal, euh, la matérialité face à la spiritualité, donc tout ceci est sous-jacent, mais toute la philosophie, en définitive occidentale, plus que dans d'autres régions du monde, a été une vaste entreprise intellectuelle et culturelle pour dissocier les humains de la nature et des contraintes de la nature. Donc, de ce fait, d'aller rechercher des origines communes avec les grands singes, c'était même aller à l'encontre de Rousseau, qui à cet égard est contradictoire. Paul Lévi-Strauss nous dit que Rousseau avait une réflexion se posant la question de savoir si les premiers grands singes qui arrivent en Europe, bien malgré eux, et pas dans un contexte éthologique, vous imaginez bien, parce qu'à l'époque, on disséquait et ensuite on reconstituait le comportement. Vous voyez, depuis, on a un peu changé. On va voir le comportement et on dissèque plus. Mais en tout cas, ça montre un peu bien l'état d'esprit. Mais si vous êtes ancré dans des origines communes avec une espèce animale, quelle qu'elle soit, ça devient une espèce de contrainte pour la capacité des humains de s'émanciper et d'atteindre leur pleine liberté. Donc ça, c'était une grande contrainte philosophique qui s'est traduite évidemment sur le plan politique. Et en définitive, il faut attendre la fin du 19e siècle avec Charles Darwin, notamment en 1871, qui, dans La descendance de l'homme, nous dit que nos origines sont certainement en Afrique parce que, pense-t-il, l'espèce la plus proche de nous serait les chimpanzés. D'ailleurs, quand on relit Darwin dans la descendance de l'homme, en relation avec la sélection sexuelle, moi j'avais été complètement frappé par un passage où il dit ceci, je vous le cite, il est, semble-t-il, une population de chimpanzés qui, en Afrique de l'Ouest, utilise des outils, semble-t-il, pour casser des noix. C'est les fameux chimpanzés qu'on connaîtra beaucoup plus tard grâce aux travaux de Christophe Busch dans la forêt de Taï, qui sont ceux d'ailleurs parmi les plus étonnants en termes de culture et d'adaptabilité aujourd'hui. Et donc, vous vous rendez compte, on va continuer pendant un siècle à dire l'homme c'est l'outil alors que l'on savait pertinemment que les chimpanzés utilisaient des outils donc de pierre. Darwin le savait, c'est écrit, ça a été publié. On ne veut pas le voir. On ne veut pas de nos origines africaines. Parce que nous sommes en pleine époque colonialiste, vous imaginez bien les origines des hommes blancs, comme le pensait Buffon, qui était l'Europe au cœur évidemment de ce qu'était l'humanité, les origines de son continent noir, hors de question. Donc de ce fait, il va y avoir une grande opposition intellectuelle et anthropologique au sens large et philosophique sur l'idée d'un rapprochement avec les grands singes. Maintenant, il est très clair que les grands évolutionnistes, Charles Darwin, lui, pense du côté des chimpanzés. Je rappelle que les bonobos ne sont pas connus à l'époque. Il y a les gorilles, ça c'est plutôt Thomas Huxley qui pense que nous sommes plus proches des gorilles. Et il y a un monsieur Ernst Haeckel qui lui penche du côté de l'Asie, cette fois, des gibbons. Et vous savez, ces gibbons on appelle les petits grands singes, donc on appelle qui sont les gibbons et les siamans, qui se suspendent, qui sont très arboricoles. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous ces grands évolutionnistes considèrent que les origines de la ligne humaine, c'est dans le monde des forêts et que marcher debout descend tout droit des arbres. Eh bien, vous savez quoi? Ceci va être ignoré jusqu'à, en fait, les travaux de M. Thomas Hunt un siècle plus tard et d'un certain Pascal Pic, donc lorsqu'on va commencer à connaître les comportements locomoteurs des grands singes dans les années 80. Tout ça pourquoi? Parce que la paléanthropologie, donc on a ces connaissances autour des grands singes. On sait qu'il faut aller là. Mais en fait, il y a toujours cette réticence, cette ce refus d'aller voir ce que l'on partage avec les grands singes, qui sont évidemment décrits que sous des formes caricaturales. On ne connaît pas du tout leur comportement, comme vous le savez. Donc voilà, on en est là. Et puis, je vais lancer une petite pique, hein, c'est le cas de le dire, c'est que grosso modo, les anthropologues et les paléanthropologues sont de très mauvais évolutionnistes. Ils connaissent tous très très mal les théories de l'évolution. Il faut attendre Stephen Jay Gould dans les années 80 pour réconcilier la paléontologie générale avec les théories de l'évolution. Donc, vous voyez, nous sommes sur un terrain théorique qui est extrêmement miné et qui ne veut pas voir arriver les grands singes.
Tout ceci va commencer à changer, mais en fait, il va y avoir un modèle qui va s'imposer, que vous avez tous vu sur les affiches, sur les bouquins, etc. Sauf, ça c'est extrêmement important, le frontispice de livre de Thomas Huxley en 1879 sur la place de l'homme dans la nature. Non, c'est un peu plus tard, 1889, je crois. Enfin, qu'importe, où là, tous les grands singes sont représentés debout. Or, toutes les images que vous avez de l'évolution humaine, ça commence sur la gauche par un chimpanzé à moitié adressé et une espèce de procession laborieuse avec un grand singe qui se relève, avec le seul qui a la tête qui regarde son devenir, Sapiens, le triomphe. Eh bien, ça, c'est une icône qui vient d'Aristote, c'est l'échelle naturelle des espèces. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans, depuis 30 ans, j'essaie de la déboulonner et je n'y arrive pas. Et pour quelle raison? Bah, parce que c'est l'idée qu'un jour, il y avait un grand singe, évidemment ancestral, qui n'est pas un chimpanzé, mais qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui, peut-être fatigué, comme je le dis, de sa condition simiesque, se retrouve à la lisière de la forêt et la savane devant lui, et là se redresse pour marcher vers son destin. Eh ben, c'est les films que vous avez vus à la télévision, Le Triomphe de Sapiens, L'Odyssée de l'espèce. C'est une crétinerie sans nom. Ça n'a jamais passé comme ça. Parce que ça veut dire quoi? Ben, vous voyez, c'est l'image philosophique de Heidegger. Heidegger qui dit que l'homme rentre dans la clairière ontologique en étant directement accessible hors de la nature et face aux cieux, quoi, face aux dieux, aux divinités, tout ce que vous voudrez. Donc, vous voyez, les chimpanzés, effectivement, déjà, ça n'a pas été facile pour eux d'évoluer à côté de nous et de survivre, mais on leur a mis des tas d'entraves anthropologiques et évidemment philosophiques. Deuxième partie, quand est-ce que ceci a changé? Ceci a changé, vous l'avez cité, merci Galit, quand j'étais aux États-Unis, et à Duke, il y a toujours un grand centre de primatologie. Dans la primatologie s'affirme seulement dans les années 80, soyons très clairs. Et à Duke, leur spécialité, c'est quand même les prosimiens, donc les lémuriens, Madagascar, etc. Pas vraiment les grands singes. Mais qu'importe, l'esprit était là. Moi, j'étais dans un département d'anatomie, et vous avez rappelé que j'étais physicien. Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle, de modélisation, de numérisation. Ben, je vous rappelle qu'il y a 30 ans, il fallait à la main, au bricolet, passer de l'analogique au numérique. Et c'est pour cette raison donc qu'on est venu me chercher. Je savais programmer, voilà. Alors donc j'étais plutôt en biomécanique. Mais il se trouve que dans les années 80, dans ce laboratoire de Duke, j'étais avec le professeur Highlander, mais à côté, un grand ami, le professeur Rich Kay, lui travaillait sur la reconstitution du régime alimentaire à travers les dents, et leur morphologie, leur structure, etc. Et donc, on a un ensemble de connaissances, une discipline qui a disparu aujourd'hui, qu'on appelait la sociobiologie. La sociobiologie, ça consistait à comprendre les contraintes sur les systèmes sociaux des régimes alimentaires des espèces. En l'occurrence, on a beaucoup de travaux sur les grands singes. Et c'est là que, travaillant sur l'appareil masticateur, j'ai commencé à vouloir reconstituer le régime alimentaire de nos ancêtres, et notamment les Australopithèques. Alors, les Australopithèques, justement, la belle Lucie. Je rappelle qu'on trouve Lucie, enfin, on l'annonce en 1974, et c'est pas mince non plus, c'est l'année où on reconnaît les bonobos comme autre espèce, 1974. Donc ça déjà, c'est un point important. Deuxième point important, euh, il y a autour de ces travaux de plus en plus de publications sur les comportements, notamment des grands singes. Et c'est là que j'ai un choc absolument extraordinaire. Dans le Journal of Human Evolution sort un article de Christophe Bush sur le comportement social des chimpanzés de la forêt de Taï, un autre de Michael Guigueri, et puis en 2007, un livre absolument extraordinaire, celui de Jane, évidemment Jane Goodall, sur les chimpanzés de Go Mainstream. Et je lis ça et j'ai un choc absolument énorme qui fait que je me suis dit, on ne peut plus aujourd'hui travailler, étudier les origines de la lignée humaine sans regarder nos origines communes avec les grands singes, notamment les chimpanzés. Et puis en science, vous savez, on avance aussi d'un point de vue interdisciplinaire. Dans les années 80, nous connaissons une grande révolution dans la manière de classer les espèces. Jusqu'aux années 80, on faisait un paquet de grands singes à peu près uniforme. Donc on mettait dans un même paquet qu'on appelait les grands singes hominoïdes, euh, les pongidés d'ailleurs, c'est le terme de l'époque qu'on a oublié maintenant, avec gorilles, bonobos, chimpanzés et orang-outans. Mais avec ça, c'est un paquet qui est complètement je dirais pas artificiels, parce qu'ils sont vraiment plus proches de nous, mais en gros, c'était un paquet de grands singes à côté des humains, sans que l'on soit capable de regarder d'où a émergé la ligne humaine. Et les méthodes de classification des espèces des années 80, qu'on appelle la cladistique ou systématique phylogénétique,
cette fois-ci, elle, est une révolution. Pourquoi? Parce que avant de reconstituer l'évolution, on classe. On classe ce qu'a donné l'évolution sans avoir un seul a priori sur ce qu'a été cette évolution. Quand on dit l'homme descend des grands singes, on a un a priori hiérarchique en disant que les hommes se sont échappés, émancipés d'un passé honteux qui est celui des grands singes. Donc là, on abandonne toute conception hiérarchique entre les espèces. À partir de là, aucune espèce n'est considérée supérieure ou inférieure. Aucun a priori. Et après ça, on va classer en fonction des caractères, la génétique va arriver là-dedans. Donc, tout ceci se met en place avec les bons algorithmes, les bonnes méthodes, les bonnes théories et évidemment l'informatique qui va beaucoup nous aider dans cette affaire-là. Et là, c'est un choc parce qu'il est très clair, on commence à le savoir dans les années 1970, que ce n'est pas les grands singes d'un côté et l'homme, c'est qu'au contraire, les chimpanzés et les bonobos sont frères, au sens généalogique du terme, et que nous, les humains, nous sommes les cousins les plus proches des chimpanzés et des bonobos, alors que les gorilles, eux, sont plus éloignés, cousins germains, si je peux me permettre, et quant aux orang-outans, eux, cousins beaucoup plus germains, mais très lointains. Donc, à partir de là, avec cette nouvelle approche de la cladistique, on peut faire quelque chose de nouveau, qui est, pour la première fois depuis Charles Darwin, de reconstituer nos origines communes avec nos cousins les plus proches d'évolution, les chimpanzés et les bonobos. Et ça sera tout mon travail dans les années 1990, où je serai pas mal impliqué, enfin en tout cas engagé du côté de la primatologie, toujours avec ce projet de reconstituer la vie et la société des Australopithèques, mais bien sûr avec cette idée qu'on pouvait aller beaucoup plus loin cette fois, par-delà effectivement tous les caractères anatomiques, le régime alimentaire, la locomotion, etc. Tout ça, c'est au cœur de la paléanthropologie, mais qu'on pouvait aussi avancer des hypothèses très solide, très étayé sur nos origines sociales, sur évidemment le fait que les chimpanzés comme les bonobos sont des sociétés patrilocales, alors que toutes les autres sociétés de singes sont matrilocales, c'est-à-dire que je pense vous êtes familier avec ces termes, mais en tout cas, chez toutes les espèces de mammifères, à de rares exceptions, et notamment chez les singes et les grands singes, ce sont les femelles qui restent ensemble toute leur vie et ce sont les mâles qui migrent à l'adolescence. Il n'y a pas d'inceste dans la nature. Par contre, il y a une exception, c'est la lignée donc, des hominidés, maintenant c'est le terme consacré, c'est-à-dire la lignée des grands singes africains, où là, il y a une particularité qui a des conséquences considérables aujourd'hui. L'actualité violente que l'on connaît des sévices faits aux femmes, je ne dirais pas que ça vient de là, mais en tout cas, il y a une particularité que nous sommes dans une lignée qui est patrilocale, où les mâles ont tendance à comme ils sont coalisés, qui se connaissent depuis la naissance, avoir le pouvoir. Alors là, il faut faire très attention parce que ça s'appelle le manifeste de Séville, lorsqu'on a découvert, notamment Jen et d'autres chercheurs, que le chimpanzé se faisait la guerre. Vous imaginez bien que cette information a été absolument terrifiante, puisque certains voulaient l'occulter pour ne pas justifier par nos origines les violences que nous avons, nous, les humains, et puis par ailleurs, des groupes plus extrémistes, cette fois-ci, on va dire d'extrême droite, qui disaient, ben, vous voyez, la violence est légitime. Donc, en définitive, cette question des origines, vous voyez, comme je le disais en introduction, on a voulu l'occulter, mais une fois qu'on commence à la définir, ça devient un réel problème d'éthique et de responsabilité ces, euh, sur ces connaissances et sur ce que ça implique, effectivement, dans les dérives et dans les manipulations que cela peut entraîner dans les débats contemporains. Alors, heureusement, il y a les bonobos. Il ne faudrait pas que on les aurait pas eu, il aurait fallu les inventer. Et les bonobos, effectivement, sont aussi des sociétés patrilocales, mais comme vous le savez aussi bien que moi, des sociétés dans lesquelles il y a plus égalité, donc des relations de pouvoir et de dominance entre les mâles et les femelles. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça montre une chose. Ça montre que à partir d'une origine commune qu'on appelle le dernier ancêtre commun pour les espèces actuelles, chimpanzés, bonobos qui sont frères, et nous les humains qui sommes cousins avec ces deux autres espèces, c'est que quelles que soient ces origines, eh bien, il n'y a pas de fatalité pour que d'un côté, quelques espèces puissent être plus coercitives et violentes vis-à-vis des femelles ou des femmes pour notre lignée, ou l'inverse. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permettait de dégager quand même
ces deux obstacles majeurs sur la question de nos origines communes, celle qui disait qu'on les refuse, on ne veut pas en entendre parler, je me suis expliqué là-dessus, et une fois qu'on commence à les reconstituer, effectivement, tous les biais ça pouvait entraîner. Alors évidemment, on n'aurait pas eu les bonobos, ça aurait été un peu plus compliqué cette histoire-là, mais en attendant, on les a, et ça montre bien qu'effectivement, il y a une plus grande flexibilité au sens des sciences humaines. Alors, pourquoi je dis au sens des sciences humaines? Parce que ça, c'est un point important. Euh, on me reproche souvent, de moins en moins, mais ça a été dur, je peux vous dire, il y a une vingtaine d'années, d'animaliser les humains parce que je les compare aux grands singes, ou, un phrénologisme complètement crétin, de biologiser l'homme. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe, mes chers amis. C'est c'est que la connaissance que nous avons des systèmes sociaux des grands singes, notamment chimpanzés et bonobos, leur capacité technique. Tiens, d'ailleurs, vous savez, quand vous faites un sondage aux États-Unis ou en Europe sur les aptitudes des femmes à utiliser des outils, des techniques, 75% des hommes considèrent qu'elles sont moins aptes. Alors, quand on va chez les chimpanzés, vous savez que les femelles chimpanzés sont beaucoup plus douées pour les outils que les mâles. Vous voyez, voilà, c'est sympa quand même de rappeler ce genre de choses. Donc, tout cela, donc effectivement, leur capacité cognitive, la psychologie comparée, leur capacité technique que je viens d'évoquer, euh, également la politique, comme vous le savez, hein, grâce aux travaux de Deval, en tout cas, la finesse de leurs relations sociales, tout ceci, en fait, ouvre l'éthologie, en tout cas celle des grands singes, aux problématiques des sciences, de l'anthropologie sociale et culturelle. Donc, contrairement à ce vilain reproche qu'on faisait peut-être de diminuer l'homme ou d'animaliser l'homme ou de le paniner, si je peux, si je peux dire, il se passe exactement l'inverse, et ce qui montre qu'effectivement, et ça c'est une phrase d'un monsieur qui est peut-être qui est oublié, qui s'appelait John Romanes, qui était un jeune disciple de Charles Darwin sur la fin de sa vie. Et John Romanes a créé des grandes conférences qui existent encore à Cambridge. Et John Romanes disait, il n'est point surprenant de constater les hautes capacités des humains quand on sait qu'ils partent d'aussi haut, les grands singes. Et donc ça, vous voyez, ça avait été dit il y a 150 ans. Il nous a fallu plus d'un siècle pour revenir à ce constat. Donc on a pris énormément de retard par rapport à cela. Et aujourd'hui, nos origines africaines sont bien affirmée, et surtout elle se révèle beaucoup plus humaine qu'on ne l'avait jamais imaginé, grâce évidemment à notre capacité de reconstituer nos origines communes, c'est-à-dire l'ensemble du plus grand dénominateur commun de ce que nous partageons avec les grands singes. Et c'est ce point de départ, évidemment. Alors malheureusement, on ne connaît pas du tout l'évolution d'un point de vue paléanthropologique du côté des chimpanzés et des bonobos, parce que les fossiles, on n'en a pas, il y a très peu de choses. Par contre, on la connaît plus du côté de la lignée humaine. Alors tout à l'heure, en introduction, j'ai commis une injustice en disant que les paléanthropologues avaient complètement écarté la question donc, des grands singes dans leur récit des origines. Si, il y en a eu quand même. Il y a eu Raymond Dart, le découvreur des Australopithèques à partir des années 1924-1925. Et puis, bien sûr, vous savez, le grand Louis Leakey, qui lui, évidemment, était en Afrique en Tanzanie, et Jane Goodall, évidemment, comme Diane Fossey et Beruté Galdikas partout. Mais néanmoins, malgré ces deux grands bonhommes et malgré ces grandes dames, il y en aura d'autres comme Charles Strum chez les Babouins et bien d'autres, évidemment, ou Pascal Sicotte, que j'ai le bonheur de connaître également, malgré tout, vous voyez, on occultera encore l'histoire de nos origines communes avec les grands singes. C'est quand même incroyable. Alors, pour finir, parce que j'ai qu'une demi-heure, quand même, vous savez, les paléanthropologues et le temps, ouais, on est- c'est un peu particulier. Alors, plus sérieusement, en quoi la connaissance des grands singes, par-delà la question de nos origines et ces questions donc, de paléanthropologie, mais aussi d'anthropologie, importe? Eh bien, j'ai déjà un petit peu esquissé, mais aujourd'hui, ces connaissances ont un impact absolument considérable sur de grandes questions de société, de nos sociétés aujourd'hui. D'abord, la question des violences commises envers les femmes. Il y a vraiment un truc qui ne va pas dans la tête de Sapiens. Alors, on ne sait pas si c'était pareil dans la tête de Néandertal ou d'Homo erectus ou des Denisoviens, mais en attendant, vous savez, le plus grand fléau pour les femmes aujourd'hui, c'est le plus grand prédateur, ce sont les hommes, les mâles sapiens. Alors, j'ai regardé ce qu'il en était de ces violences commises par les mâles vis-à-vis des femelles, parmi les espèces de singes, de grands singes, évidemment. Et là, je peux vous dire, je ne suis pas ressorti intact de cette étude dans ce livre que j'ai publié chez Odile Jacob.
car en définitive, même si les chimpanzés, notamment ceux malheureusement de Tanzanie, hein, ces Jane Goodall, ils sont plutôt pas très sympathiques en moyenne vis-à-vis des femelles, ceux-là. C'est un peu différent chez les autres, mais en tout cas, globalement, les chimpanzés mâles sont pas très gentils avec les femelles, ils sont très dominants. Mais en tout cas, on constate qu'il n'y a jamais de viol. En tout cas, c'est pas répertorié à ma connaissance. Et surtout, il n'y a jamais de féminicide, il n'y a jamais de meurtre d'une femelle, même si elles se font tabasser ou si elles se font cogner, des fois violemment. Il y a bien sûr les bonobos, et ça c'est important, parce que ça montre, c'est pas parce qu'on a une société patrilocale, et que là, curieusement, non pas le terme de matriarcat, c'est pas matriarcat, ça s'appelle une gynocratie, c'est-à-dire comment des femelles non apparentées sont capables de maintenir une structure d'égalité ou de partage de pouvoir et de dominance. Donc là, c'est important parce que c'est pas du matriarcat, c'est des formes de gynocratie. Et ceci est important parce que ça montre bien qu'il n'y a pas d'études, ne serait-ce que des sociétés humaines, des chimpanzés et des bonobos, montrent qu'il n'y a pas de fatalité liée à l'écologie et de fatalité liée à une lignée qui contraignent à l'exercice de violence. Ça veut dire que ça peut changer et que c'est pas du tout, on ne peut pas accuser, comme je l'entends dans les débats plus ou moins politiques, ah ben oui, ça vient du capitalisme, les violences faites aux femmes. Franchement, si c'était le capitalisme, ce serait une super nouvelle parce qu'on saurait d'où ça vient. Malheureusement, ces violences sont beaucoup plus larges, quels que soient les systèmes politiques ou les systèmes environnementaux. Mais ça montre que c'est vraiment tout simplement, quand je dis tout simplement, en tout cas, que c'est une affaire purement sociale, de rapport de pouvoir entre les mâles et les femelles. Donc ça, c'est la première leçon très importante pour les enjeux de débat actuels égalité homme-femme. Deuxième aspect, les origines de la politique. Là, c'est intéressant parce que il y a un personnage que je cite souvent dans mes conférences, c'est Fifi, la fille de Flo. On se souvient que c'est Fifi qui avait tiré par la main, adolescente, Jen, qui avait permis à Jen d'arriver dans le groupe des chimpanzés de Gombe Stream. Alors c'est intéressant parce que on sait que, pardon de me répéter, mais les sociétés de chimpanzés sont patries locales. Donc les femelles quittent à l'adolescence. Or le clan F, celui de Flo, Fifi, Figad, Fagad et compagnie, eh ben, les femelles ne s'en vont pas parce qu'elles ont le pouvoir. Donc ça montre que c'est vachement intéressant, qu'il y a possibilité, même dans des sociétés, le patrie locale, d'avoir des... Encore perdu? D'avoir des femelles donc, qui puissent prendre l'initiative, qui rompt complètement avec la règle établie et consentie. Est-ce que vous m'entendez encore parce que l'écran a bougé? Parfaitement bien. Ah, ok, merci. Ah, oui, oui, tout à fait. Ah, autre question, la selle de genre. Alors là, vous allez être surpris, parce que moi-même, ça a été ma grande surprise il y a 2 ans. Enfin, un groupe d'anthropologie sociale très important et d'archéologie, qui est à l'Université de Nanterre, m'a posé cette question. Y a-t-il des questions de genre chez les grands singes? Parce que quand vous interrogez l'ensemble des anthropologues ou des personnes qui s'intéressent à la sociologie, d'une manière plus large, ah non, non, chez les autres espèces, il y a des mâles, il y a des femelles, tout ça c'est lié au sexe, et donc il n'y a pas de question de genre. Pour rappeler que le genre, c'est la construction, évidemment, des comportements sociaux et sexuels d'un individu par rapport donc à la moyenne des comportements donc des mâles et des femelles dans une espèce à un moment donné. Bon, je suis un peu technique, mais c'est important de le rappeler quand même. Et donc, c'est fascinant parce que j'ai repris tous les travaux de Jen, j'ai repris tous les travaux depuis qu'il y a sur les comportements qu'on connaît chez les mâles et les femelles, depuis leur enfance, etc. Et oui, mesdames et messieurs, mes chers amis, il y a des questions de genre tout à fait claires qui existent parmi donc parmi les grands singes, parmi les espèces autour de nous. Alors pour quelle raison? Ben, parce que ce sont des espèces chez lesquelles l'enfance dure très longtemps, dans lesquelles il y a des rapports aux mâles et aux femelles adultes de la part de l'enfant qui peuvent être différents. Tout ça, c'est bien décrit chez Jane Goodall, mais aussi chez Franz de Waal ou ailleurs. Et lorsqu'on regarde sous cet angle-là, oui, la question de genre n'est pas une aberration de nos sociétés actuelles. Elle a toujours existé et c'est comment les sociétés humaines les tolèrent ou pas que ceci nous intéresse. Et je terminerai maintenant par un enjeu absolument considérable qu'on a évoqué un petit peu avec Galit avant cette conférence. C'est, après tout, par-delà nos origines communes, donc connaissances scientifiques de nos origines communes et d'où nous venons avec les grands singes, c'est extrêmement important, par-delà tous les enjeux qui interpellent des problématiques actuelles autour des questions hommes-femmes, genre, technique, politique, etc., il y a un autre enjeu qui, lui, est plus fondamentalement
anthropologique. Aucune société humaine, aucune culture humaine, depuis plus d'un million d'années, ne peut pas se comporter, ne peut pas comprendre et établir sa place par rapport à l'autre, à la nature, au cosmos, donc on appelle ça des cosmogonies, sans avoir un récit des commencements. Ces récits des commencements sont d'une grande diversité, comme vous le savez, de par le monde, aujourd'hui encore, et évidemment par le passé. À partir de là, à quoi servent ces récits sur les commencements? Évidemment, ce ne sont pas des récits scientifiques, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que ces récits permettent d'établir une relation rationnelle entre les générations, dans les rapports au cosmos, au début de la vie, à la fin de la vie, donc en gros ce qu'on appelle l'ontologie. Et ces ontologies sont absolument fondamentales. C'est ce qui fait de nous des humains à travers le discours, le récit et le partage évidemment de ces récits et toutes les valeurs qu'ils impliquent en termes de systèmes sociaux, d'échanges, de politique, de croyances. Alors aujourd'hui, nous autres, les paléanthropologues, depuis une trentaine d'années, nous avons établi une condition nécessaire à une ontologie pour l'avenir de l'ensemble de l'humanité, qui est celui de nos origines communes. Nous avons un récit, certes scientifique, mais c'est pas ça qui donne sa valeur par rapport aux autres ontologies. Ce qui donne sa valeur, c'est qu'il est universel. C'est-à-dire que toutes les populations humaines actuelles peuvent se reconnaître dans un récit commun qui est celui de nos origines communes depuis l'Afrique et même pour Sapiens plus récemment, comme vous savez. Première condition requise. À partir de là, c'est ce que Michel Serres appelait le grand récit. Comment être capable d'établir au niveau international, au niveau de l'UNESCO notamment, la capacité de construire un récit d'une communauté de destin. Nous avons une communauté d'origine, ça y est, c'est établi, et comme vous le savez, malheureusement, trop souvent, ces différents discours, Claude Lévi-Strauss en parlait très bien, ces différents discours peuvent être à la fois un enchantement dans la confrontation des récits et leur interpellation et évidemment la fascination que l'on peut avoir dans la découverte d'autres cultures, son esprit ouvert et humaniste, mais c'est aussi une source évidemment d'opposition puisque mes croyances ne sont pas les tiennes, donc je t'exclus et je t'animalise et donc je peux t'éliminer. Donc, ces ontologies sont absolument fondamentales. Nous avons donc ce récit des origines communes, et Michel Serres appelait ça le grand récit. C'est comment était capable aujourd'hui d'établir un récit, et je pense que l'Institut Jane Goodall a un rôle déjà important dans cette affaire-là, dans ce grand projet donc pour l'avenir des générations futures, c'est établir donc effectivement à partir de cette communauté d'origine, une communauté de destin dans les diversités. Parce que ça n'a pas été le cas. Ça peut vous paraître simple, mais le récit universaliste qu'on a connu des droits de l'homme, il a consisté à exclure depuis le 19e siècle toutes les autres cultures. Il faut attendre Claude Lévi-Strauss dans les années 60, dans ses discours de l'UNESCO, pour dire que on ne peut pas prétendre qu'une culture soit universelle par rapport aux autres. C'est absolument fondamental. Donc c'est là que nous sommes sur un terrain absolument euh, considérable qui engage l'avenir de l'humanité, puisque en plus de ça, c'est un discours profondément anthropologique, ontologique et éthique. Moi, je suis un peu fatigué d'entendre, on en parlait aussi avec Galit, en disant ah oui, les chimpanzés, faut les conserver parce que ils rendent un service écologique. Oui, certes, bien sûr, surtout des espèces avec de tels rayons d'action dans l'environnement. Ah, les chimpanzés, on en a besoin parce que on peut apprendre des choses sur la médecine et trouver des nouvelles médicamentations. Ouais, ok, super. Les chimpanzés, c'est quand même vachement intéressant parce que ils peuvent nous donner des modèles, notamment pour le management dans l'innovation, ce que je fais notamment auprès des entreprises. Oui, les chimpanzés, c'est intéressant parce qu'ils rendent des services gratuits. On peut l'évaluer, ça compte en milliards de dollars d'ailleurs. Oui, ok, très bien. C'est intéressant ces argumentations. Mais il est quand même assez affligeant que l'on soit obligé de mettre en place des raisons utilitaristes pour la préservation des chimpanzés et des autres espèces, bien évidemment. Non, il faut remettre en avant des valeurs profondément éthiques sur le fait que nous avons des origines communes, que nous partageons à différents degrés des relations phylogénétiques avec l'ensemble des espèces que nous connaissons aujourd'hui, et que surtout l'évolution, c'est pas l'évolution de l'homme, c'est la coévolution. Aucune espèce ne peut évoluer seule, aucune espèce n'a jamais évolué seule, et si les chimpanzés disparaissent à jamais,
ce qui est un risque éminent, comme vous le savez, eh bien, s'ils disparaissent jamais, la première condition nécessaire pour construire un avenir commun disparaîtra. Et ça, j'en ai pas envie plus que vous. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter, qui ne sont pas pessimistes, mais qui sont des éléments effectivement d'engagement. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être ambassadeur en espérant être utile auprès de l'Institut Jane Goodall pour apporter cette dimension anthropologique et éthique. Je ne suis pas seul à le faire, je vous l'accorde, mais qui, me semble-t-il, a besoin d'être réaffirmé très fortement par rapport à l'ensemble des discours plus utilitaristes. Voilà. Donc c'est notre humanité qui est engagée tout simplement. Et je vous remercie. Merci infiniment, cher Pascal. Vraiment, c'était passionnant comme toujours. On a déjà de nombreuses questions. Alors, je vous en cite une. Professeur, vous êtes passé vite sur la question du genre chez les grands singes. Pourriez-vous donner un exemple concret pour m'aider à comprendre? Voilà. Alors, euh, le genre, c'est évidemment la façon dont un individu, indépendamment de son sexe, même si le sexe intervient considérablement, bien sûr, dans cette construction de l'individu, dans ses comportements par rapport à la moyenne de ce que sont les comportements des mâles et des femelles autour de lui. Et ce qui va autour de son enfance et ensuite au cours de son adolescence, parce que, vous savez, l'adolescence, c'est une caractéristique de nous, les grands singes. L'adolescence, ça n'existe pas chez beaucoup d'espèces. Hein. Et donc, pendant l'adolescence, comment va-t-il s'orienter, savoir est-ce qu'il va adopter des comportements euh, si c'est un jeune mâle, qui vont être aussi agressifs, si on parle des chimpanzés, ou aussi violents ou autres, ou est-ce qu'il va être plus tolérant? Euh, et ça, évidemment, ça va se construire, parce que nous avons des neurones miroirs qui interviennent considérablement dans la manière de construire notre identité en regardant les comportements des autres. Et pareil pour les femelles, est-ce qu'elles vont, elles, se conformer à la moyenne des comportements des femelles ou avoir des comportements qui sont plus souvent attribués à des mâles en moyenne. Alors, je vais donner un seul exemple, c'est la fameuse Mama du chimpanzé des chimpanzés du zoo d'Arnhem. Mama était une femelle politique absolument extraordinaire. C'était une vedette en Hollande d'ailleurs. Hein. Et Mama, effectivement, elle n'était pas très costaud. Parce que moi, quand je l'ai connue, elle était déjà un petit peu âgée. Elle avait quasiment la cinquantaine déjà. Et Mama était pas une bonne mère. Elle n'était pas une bonne maman, selon les standards. Mais par contre, elle s'engageait dans les combats politiques, elle menait des coalitions, etc. Donc, par rapport à cela, vous auriez été quelqu'un sans connaître ces chimpanzés individuellement, vous dites, ah ben tiens, elle se comporte, on a affaire à un mâle. Et moi, j'ai vu en filmant les chimpanzés du zoo d'Arnhem, une fois, j'ai mis une nuit à comprendre ce qui se passait. C'est une scène absolument incroyable. Tous les grands mâles avaient quitté l'enclos, ils étaient rentrés dans leur volière, il restait que les femelles. Et d'un seul coup, il y a un conflit. Là, je me dis, c'est pas possible. J'ai cru que j'ai bien compté les mâles. Il y a quatre grands mâles, je les ai vus rentrer. Et en fait, les femelles, alors que les mâles étaient partis, commençaient à régler leur compte, certaines. Et là, il y avait des comportements typiquement masculins lorsqu'on est dans les confrontations par rapport à ça. Donc, ces questions de genre, c'est intéressant parce que ça s'aperçoit maintenant quand on regarde les. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, hein, soyons clairs, hein, ça commence à peine, enfin, depuis il y a quelques travaux depuis 5 ou 6 ans maintenant. Donc, on voit comme nos sujets de société aujourd'hui ont un impact sur les problématiques éthologiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit qu'il y a des groupes de chimpanzés qui sont moins étudiés que ceux de Jane ou ceux de Christophe Bush, dans lesquels il y a des comportements en moyenne qui sont beaucoup moins agressifs du côté des mâles vis-à-vis des femelles, où les femelles ont plus d'indépendance et plus d'influence dans la société. Alors, il y a d'autres expériences qui ont été faites chez les macaques. C'est quand même vachement intéressant, ça, de voir la plasticité, parce qu'on parle de plasticité, évidemment, comportementale et cognitive dans cette affaire, et plasticité sociale. Dans une expérience, vous avez les macaques rhésus qui sont vraiment, eux, super agressifs. Et d'un autre côté, vous avez les macaques, les tonkéans, qui sont célèbres. Eux, ils sont plutôt cool. Voilà, ils sont plutôt très tolérants, etc. Alors, qu'est-ce que fait Deval? Il y a une trentaine d'années, cette expérience. On a mis des petits rhésus qui sont habitués à être dans un milieu coercitif, enfin, en tout cas, ça castagne, et puis c'est coercitif.
chez les cools, donc les tonkéans, et on a pris des tonkéans qui sont cool, qui sont arrivés chez les moins cool, qui sont les rhésus. Et ben très vite, les Rhésus, ils ont appris à se dire, ah, ouais, c'est super, c'est cool. Donc, ils ont déployé des comportements beaucoup plus libres, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus collaboratifs, alors que les autres, ils ont appris à se tenir à carreau assez rapidement, si je peux me permettre. Donc, tout ça, ça montre bien qu'il y a beaucoup plus de souplesse. Par exemple, vous prenez les babouins, c'est quand même intéressant de regarder euh, comment les Hamadryas d'Éthiopie sont quand même très coercitifs vis-à-vis des femelles. Et ils ont une structure de harem polygyne. Et à côté, vous avez les Gélada. Alors, ils sont assez proches phylogénétiquement, mais ils sont dans le même milieu écologique quasiment, hein. Et les Gélada, eux, sont peu coercitifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça. J'ai débordé un peu de la question de genre, là, hein, j'en ai bien conscience. Mais ça veut dire qu'en fait, on est en train de découvrir qu'il y a beaucoup plus de plasticité sociale qu'on l'imaginait parmi les grands singes, et bien sûr, ça on s'y attendait, mais aussi chez les macaques et aussi chez les babouins, même si chez les macaques, il y a quelques contraintes phylogénétiques, mais je ne rentre pas dans les détails. Et donc, de ce fait, ça veut dire que s'il y a cette plasticité possible dans les différents groupes, ça veut dire que ça commence chez les individus et les capacités, effectivement, d'avoir ce qu'on appelle les espaces de Baldwin en biologie moléculaire, c'est-à-dire que des comportements d'individus qui qui viennent à changer, qui peuvent amener à des sociétés qui sont moins machistes, ou qui sont plus tolérantes, avec des comportements comme chez les bonobos qui sont plus égalitaires, qui pourraient dire que les femelles bonobos sont masculines ou les mâles bonobos sont féminins. Non, c'est complètement idiot. Oui, si on regarde par rapport aux chimpanzés, je suis d'accord. Mais par rapport à ce qu'est ce groupe, effectivement, ce sont donc des enjeux qui sont liés à une longue ontogénèse, évidemment des rapports à la mère, des rapports au groupe et des rapports évidemment qu'ils vont avoir ou pas avec les mâles et les femelles. Donc elles sont moins marquées que chez nous, c'est une question de genre, mais aujourd'hui c'est un sujet qui est très émergent et et on possède des éléments effectivement qui montrent qu'il y a une construction effectivement individuelle qui peut varier sur cette question d'entre sexe et genre chez les singes et les grands singes. Merci beaucoup, Alors Pascal. d'ailleurs, le papier, c'est incroyable d'ailleurs, c'est très rare que nous les Français nous soyons publiés en anglais. Le livre, c'est un petit fascicule qui fait être publié en anglais. Et Galit, vous me faites penser, je vous envoie le papier que vous pourrez diffuser. Ah, avec grand plaisir. Hein, je vous enverrai ça. Merci beaucoup. J'enverrai à tout le monde. Et vous avez vraiment beaucoup de questions. Il y en a une qui revient à de nombreuses reprises. Celle-ci a été exprimée par Julie Tuillier. Vous avez parlé des raisons utilitaristes qui permettent de justifier le discours de conservation des espèces et des écosystèmes, les services écosystémiques, les modèles biologiques, etc. Avez-vous constaté une évolution vers des discours moins anthropocentrés ces dernières années? Non, parce que effectivement, la question de Julie et de celles et ceux qui sont sur la même ligne, elle est très claire. Cette vision utilitariste, elle est basée sur une position anthropocentriste. À quoi ça sert? À quoi ça sert pour nous? Voilà. Et donc, derrière cela, et d'ailleurs, pas pour revenir sur la question de genre, on voit bien combien des grands enjeux de société d'aujourd'hui, effectivement, ont un impact sur, évidemment, l'éthologie et la manière de regarder ces autres espèces. Donc, ça veut dire qu'en définitive, l'approche utilitariste a son côté extrêmement dangereux. Ça veut dire que si on n'a pas... Vous m'entendez à Monsieur, nouveau? mais tout à fait, vous êtes de retour avec nous. Ah ouais, j'ai une coupure Internet. Ah, ça Donc arrive à voilà. tout le monde, Une coupure Internet, donc voilà. Désolé. mais OK. du tout au contraire. Merci beaucoup. Donc, vous aviez répondu à la question. On a une autre question, Oui. si je peux, de Lauriane qui dit, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question sur la violence des mâles envers les femelles. Est-ce que ça pourrait être dû à des facteurs biologiques, type hormones ou autres, ou uniquement dû à l'éducation, le fait de voir et reproduire un comportement d'adulte? Bah, cette question recoupe c'est le genre. Hein, c'est comment les jeunes voient se comporter les mâles vis-à-vis des femelles ou les hommes adultes vis-à-vis des femmes. Donc, en gros, ce livre, je l'ai cité, ça s'appelle Et l'évolution créa la femme. Donc, sur le plan éthologique, c'est la première moitié du livre et sur l'éthologie. Donc, j'étais voir effectivement l'état des connaissances sur les violences euh, sexuelles que l'on connaît
chez les différentes espèces. Alors j'ai été voir les lémuriens, les macaques, les babouins, enfin, presque toutes les espèces connues pour lesquelles on a des travaux. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et en définitive, première question, est-ce que c'est biologique? Euh, C'était un petit peu ce que j'avais répondu sur le plan phylogénétique, hein. Le fait que, par exemple, nous ayons trois espèces les plus proches aujourd'hui, qui sont les humains, ensuite les bonobos, les chimpanzés, on ne peut pas dire que le dernier ancêtre commun était violent ou coercitif. C'est impossible. On ne peut pas trancher parce qu'on a la connaissance des bonobos. On n'aurait pas les bonobos, là, on serait quand même un petit peu plus embêté. En tout cas, c'est l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de manipulation des données. Voilà. Et ce qui est très clair, c'est que à partir de cet ancêtre commun, première hypothèse, on peut considérer que cet ancêtre commun, le dernier ancêtre commun vers 6 millions d'années en Afrique, était violent. Mais, en définitive, on s'aperçoit que les bonobos ne le sont pas devenus. Ou alors on considère que le dernier ancêtre commun, lui, était pas violent, mais les chimpanzés, les humains, le sont devenus. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis phylogénétique, on a le terme de génétique dedans, ce n'est pas lié effectivement à des contraintes. Comme vous savez, on a très peu de gènes, hein. Tout ça, c'est dans la combinaison des gènes, hein. On a très très peu de gènes, hein. On a 23 000 gènes, différence pour les chromosomes avec les chimpanzés et nous, mais c'est pas grand-chose ça. Et donc, on ne peut pas ceci l'ancrer sur le chromosome Y ou sur certains éléments donc biologiques liés à des aspects génétiques ou génétiques et sexuels. Maintenant, c'est très clair. J'ai regardé, parce qu'on m'a demandé un rapport récemment sur ces questions-là aujourd'hui, j'ai regardé ce qu'il en est sur la connaissance des facteurs génétiques qui prédisposent à la violence, notamment sur les violences sexuelles. Eh ben, là aussi, c'est pas très clair. On a vraiment très peu d'éléments, en tout cas, je parle chez les sapiens, hein, chez les mâles sapiens, qui prédisposeraient aux violences vis-à-vis des femmes. Par contre, ce sont des facteurs aggravants, ça, soyons très clairs, mais ce ne sont pas les facteurs initiaux. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de facteurs biologiques ou hormonaux. Ils interviennent, mais ils ne sont pas, dans l'état actuel des connaissances, de ce que j'ai pu voir, ils ne sont pas les facteurs premiers. Ce qui joue un rôle considérable, c'est effectivement la manière dont, dès le plus jeune âge, les jeunes, notamment les jeunes mâles, perçoivent autour d'eux quels sont les comportements des mâles adultes vis-à-vis des femelles adultes et qui, évidemment, vont reproduire plus facilement si c'est le cas. Donc, et ça, votre question est très importante parce que il y a une grande tendance, ça c'était dans mon introduction, à considérer que euh, tout ce qui va mal chez nous, c'est de l'ordre du biologique. Tout ce qui. Voilà. Ouais, donc, effectivement, je veux bien qu'on regarde de ce côté-là, mais c'est souvent une explication un petit peu, un petit peu facile qui ne renvoie pas vers les causes essentielles qui sont d'ordre éducatif et social et culturel. Merci beaucoup. Et on prend une dernière question. Je suis désolée pour les autres parce qu'elle m'a été posée deux fois. Vous dites merci beaucoup, c'est passionnant. Deux personnes. Diriez-vous que les humains vivent en société patrilocale ou matrilocale? J'aurais dit aucun des deux, me dit Lorraine Sève. Ah non, la majorité des sociétés humaines récentes sont, sont patrilocales. Ça, et surtout les sociétés, nous, dans lesquelles nous sommes, avec le patriarcat qui remet une couche. D'ailleurs, je rappelle, c'est intéressant parce que les chimpanzés donc, sont patrilocaux, mais mais ils sont pas patriarcaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de descendance de père à fils, hein, comme vous savez. Ok. Ça, c'est une particularité humaine qui renforce effectivement les processus de domination masculine. Maintenant, la question est importante. Moi, j'ai constaté en faisant ce livre, donc L'évolution crée la femme chez Odile Jacob, donc je fais ma pub, là, que, en définitive, depuis le milieu du 19e siècle, ça commence au moment des révolutions sociales, hein, avec Bachofen, Engels, d'ailleurs, Friedrich Engels écrit un livre d'ailleurs très intéressant à cet égard, c'est que il y a eu cette idée qui a été reprise ensuite dans les années 70 par Madame Gimbutas, qu'il y avait donc des sociétés au départ qui étaient très matriarcales. Donc l'idée de la déesse mère et que les premières sociétés étaient matriarcales. Pour quelle raison? Parce qu'on trouve énormément de figurines et de statuettes féminines. On en connaît au moins 30 000 pour le néolithique, vous voyez, au début de l'agriculture.
Mais maintenant, attendez, mettez-vous dans la peau d'un martien qui déboule aujourd'hui et qui regarde les photographies des publicités que nous avons des femmes dénudées pour vendre toutes sortes de produits, notamment des bagnoles. Ce sont des déesses? Non, ce sont des objets commerciaux. Ok. Donc, il faut faire très attention à ce genre d'approche, hein. Donc, en attendant, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de société matriarcale. Mais attendez, ça a été, d'ailleurs, c'était une bonne guerre, un engagement anthropologique et en partie idéologique, donc des féministes. Et après tout ce patriarcat, donc c'était une bonne guerre qu'on regarde un petit peu de l'autre côté, ça je suis entièrement d'accord. Maintenant, ce que l'on sait sur le plan scientifique, c'est que à cause de ces textes donc de philosophie et de droit de la fin du XIXe siècle, on a considéré que le matriarcat, c'était une société ancestrale, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'était archaïque, tout simplement. Et qu'il a fallu, par un espèce de processus cosmologique que personne n'a expliqué d'ailleurs, même Engels en premier, d'ailleurs, ni Karl Marx, ni les autres, c'est qu'il fallait que pour toutes les sociétés humaines soient en équilibre avec le cosmos, donc ontologie, que les mâles prennent le pouvoir. Vous chercherez l'explication, il n'y en a pas. C'est comme si c'était une loi immanente qui faisait que les mâles, c'était dans l'ordre de l'évolution ou du cosmos ou tout ce que vous voudrez, doivent prendre le pouvoir. Et ça, vous le retrouvez dans beaucoup de cultures, notamment dans les mythes. Même les mythes amérindiens, au départ, c'était les femmes qui dominaient et ensuite, il a fallu que les hommes prennent le pouvoir, voilà, en éliminant d'ailleurs les femmes qui avaient du pouvoir. Donc ça, c'est assez universel, mais ça ne veut pas dire que c'est l'universalité. Ça, c'est extrêmement important ce que je vais vous dire, parce que en raison de cette vision péjorative des sociétés matriarcales primitives, on a considéré que toutes les sociétés qui étaient comme cela, et il y en a encore dans le monde aujourd'hui, étaient arriérées, même les sociétés matrilocales. Or, en définitive, ça c'est complètement dingue. Je vais vous dire comment c'est biaisé culturellement. Dans ce livre que j'ai fait et les travaux que j'ai pu mener là-dessus, il y a très peu de choses dans la littérature francophone, culture très machiste. Il faut aller dans la littérature anglo-saxonne, où il y a aussi du machisme, mais les études féministes ou autres sont beaucoup plus en avance. Par contre, si vous voulez trouver des travaux sur les sociétés matriarcales ou les sociétés dans lesquelles il y a beaucoup plus d'équilibre entre les hommes et les femmes, il faut aller dans la littérature germanophone. C'est dingue ça. Vous voyez les biais universitaires sur ces études-là. Et en définitive, aujourd'hui, il y a plus de sociétés qu'on ne le pense avec des formes de matrilocalité. Ça existe, il y en a plus qu'on ne le croit. Il y en a des formes matriarcales, mais attendez, il ne faut pas voir le matriarcat comme l'inverse du patriarcat. OK? Hein? Mais c'est des sociétés dans lesquelles les femmes ont beaucoup plus de pouvoir, etc. Et il y en avait beaucoup plus. Aujourd'hui, il n'y en a jamais eu si peu. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est qu'à partir du moment, depuis la Renaissance, les grands voyages, ensuite le colonialisme, vous mettez ensuite l'évangélisation, les missionariats, vous mettez tout ça en place, en fait, toutes ces sociétés dans lesquelles, mais encore au XIXe siècle, il y avait beaucoup plus d'équilibre des pouvoirs économiques, politiques et sacrés entre les hommes et les femmes, ont été complètement bousculées par l'arrivée de la culture occidentale qui est très, elle, très patriarcale. Donc en définitive, il n'y a jamais eu aussi peu. Donc c'est-à-dire que nous sommes sur quasiment un inconnu effacé anthropologique de ce qu'a été la diversité des sociétés humaines avec plus de matrilocalité et plus de pouvoir, d'équilibre, enfin des fois le pouvoir plus dominant des femmes par rapport aux hommes. Donc oui, nous sommes vraiment sur une situation absolument catastrophique d'un point de vue de la connaissance. Et votre question est très importante parce qu'en fait, elle a été très rarement traitée. Elle commence seulement à être traitée depuis une vingtaine d'années, alors que nous sommes dans une situation où il n'y a jamais eu de société avec d'autres équilibres de pouvoir entre les hommes et les femmes. Merci infiniment, vraiment, cher professeur Pascal Pic. C'était un immense honneur de vous accueillir au sein de ces conférences de Jane. Et si vous le voulez bien, comme le veut la tradition, c'est Jean-François Couraud, le président et fondateur de Fondelfort, qui va faire la conclusion. Merci infiniment. Une petite précision, c'est adorable, Galit, mais j'ai jamais été professeur. Ah, Ben oui, parce que j'ai fait une chose qu'il ne fallait pas, c'est en tant qu'anthropologue m'intéresser aux singes. Voilà. C'est aussi simple que ça. incroyable. Toutes mes Pardon, excuses. mais je ne le regrette pas, je peux vous dire. Bon, ça n'est pas facile de clore
cette soirée avec Pascal Pic. Euh, vous nous avez bousculés, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous ne voyez pas effectivement nos visages, mais vous avez bousculés. C'est pas facile d'entendre ce que vous dites. On connaît bien ce que vous dites, hein. Tout le monde vous a entendu un jour ou l'autre, mais là, on a un contact privilégié avec vous et vous nous dites en face des choses qui vraiment, effectivement, nous atteignent en plein cœur. Euh, c'est pas facile parce que bien que ce discours soit repris, vulgarisé par les médias qui souvent simplifient beaucoup les choses, en fait, ça reste difficile de s'identifier à un singe. Et quand on regarde un chimpanzé, je suis désolé, on a quand même du mal à se dire que c'est vraiment un cousin. Pourtant, Dieu sait si dans notre milieu ici, nous sommes tous effectivement totalement dévoués à la cause animale, mais c'est vraiment un effort intellectuel terrible que de se dire, oui, finalement, c'est vrai, nous avons une coévolution avec les grands singes, nous sommes extrêmement proches, et finalement, il y a un parallélisme dans l'évolution de ces espèces, et aucune, effectivement, ne peut se prétendre supérieure à l'autre. Il y a peut-être des organisations qui paraissent plus complexes, mais en fait, pourquoi devrait-elle prétendre être l'une ou l'autre supérieure? Donc, effectivement, avec votre discours, on a quand même quelques éléments supplémentaires pour se contraindre à accepter qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les grands singes. Je me suis effectivement posé la question sur ce modèle des grands singes qui est très souvent utilisé, euh, avec cette bonne conscience qu'on a de se dire on doit tous se respecter entre hominidés, entre grands singes en quelque sorte. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne raison pour se dire, mais dans ce cas-là, quand même, il y a forcément des espèces inférieures. Et les espèces inférieures, nous accueillons tous les jours en centre de soins. C'est le rouge-gorge, c'est le hérisson, c'est le fourgon cresserelle ou c'est le chevreuil. Mais en termes d'organisation, effectivement, physiologique, en termes d'organisation parfois sociale, c'est vrai qu'il faut creuser beaucoup plus qu'avec les grands singes pour se rendre compte qu'ils n'ont rien à nous envier, en fait. Et cela participe effectivement de ce respect à la nature dans sa globalité, dans chaque être qui la peuple, euh, à laquelle il faut se rendre. Alors, si effectivement il est difficile, après vous, de rentrer effectivement dans une discussion sur les rapports entre l'homme et l'animal en général, néanmoins, on va une fois de plus plaider sur la nécessité que nous avons de reconnaître que tout individu qui peuple cette terre est une composante tout à fait euh, égale à celle que nous représenterons. Et même si nous sommes effectivement une espèce qui a pullulé, qui a eu un certain succès effectivement dans l'évolution et dans la reproduction, soyons effectivement, et nous sommes bien d'accord, respectueux de toute vie, qu'il s'agisse effectivement de mon chien à mes pieds ou qu'il s'agisse de l'araignée que j'ai peut-être parfois au plafond. Voilà, merci infiniment, vous nous avez ravis, c'était un bonheur de vous entendre et c'était absolument merveilleux d'avoir ce moment d'échange avec vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et au revoir à tous. À très bientôt. À très Au revoir bientôt. Au Galit, au revoir. revoir à toutes et à tous. Oui.